Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de État de Flow, résidence d'artistes et podcast qui contribue à l'inspiration, à la mise en œuvre et à l'alignement de vos projets de création. Je facilite votre processus créatif grâce à des espaces d'accompagnement, d'immersion, de rencontres, d'exploration ou encore d'intégration. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec davantage de fluidité. Au printemps dernier, j'ai convié quelques artistes issus de différents horizons autour d'une table ronde digitale. Rejoints par une dizaine d'autres artistes et créateurs, durant 4 semaines, nous avons partagé nos points de vue sur tous les sujets gravitant autour de la créativité. Aujourd'hui, je vous propose une collection d'épisodes hors série pour revenir sur nos échanges passionnants, riches et profonds et vous en faire profiter. Ma première invitée est une artiste intuitive et organique dont je partage de nombreux points communs sur notre processus créatif. Résultat, notre conversation au micro est un véritable échange entre deux artistes. Dans cet épisode, nous parlons entre autres de faire avec ce qu'on a et ce que nous sommes sans forcément chercher à maîtriser une technique ni un résultat. Mon invité nous partage le processus créatif à l'œuvre dans quelques-unes de ses séries, de l'influence de la danse dans son parcours, des bonnes raisons d'exposer nos œuvres et également d'aller visiter des expositions. Nous parlons des phases que nous traversons en tant qu'artistes et nous vous évoquons également la numérologie comme soutien à la créativité. Sans en révéler davantage, je vous laisse avec ma conversation avec Alice de Bernard. Bonne écoute! Bonjour Alice! Bonjour Elisabeth! On se retrouve au terrain de tennis. On entend les échanges de balles autour de nous. On va échanger ensemble longuement, j'en suis sûre. Pourquoi on se retrouve ici? Parce que tu exposes ici à Bordeaux. Oui. Bienvenue! Merci Elisabeth. Alors on se retrouve aussi dans le cadre de la cellule contouring à laquelle tu as participé avec nous, joyeusement, avec beaucoup d'ébullition. Durant 4 semaines, dans un groupe Telegram, nous avons redéfini les contours de la créativité, des échanges très riches. Et tu nous disais, la créativité, c'est composé avec ce que je suis. Je te cite, « Je n'attends pas d'avoir la maîtrise totale de mes ingrédients pour lancer la roue de la créativité. » Et j'ai envie de commencer par ça aujourd'hui comme une invitation aux éditeurs et te demander peut-être de nous en dire plus. C'est rigolo de réentendre en fait ses propres mots. Après coup, oui, je me souviens effectivement avoir partagé ça. Effectivement, c'est faire avec ce que j'ai. Je crois que j'avais dit faire avec ce que j'ai et ce que je suis dans l'instant en fait. Ouais, c'est une belle définition pour moi de la créativité. Ne pas chercher la perfection. Grand chemin initiatique qui se pose en fait à travers l'acte créatif tel que je le pratique, je le découvre, je l'explore et j'aime bien ça en fait, cette liberté que je m'offre de ne pas de ne pas maîtriser une technique quelle qu'elle soit pour explorer les champs de ma créativité, parce que ça s'est traduit ces dernières années sur différents supports d'expression artistique pour lesquels j'ai pas du tout été formée en fait. C'est intéressant que tu parles de liberté, parce que je suis sûre que beaucoup nous écoutent et se disent mais justement moi j'ai pas l'impression d'être libre dans ma pratique puisque je n'ai pas la technique. Ah oui. Oui, après c'est sûr que parfois une technique peut augmenter le champ des possibles et t'autoriser, mais en fait j'ai envie de faire le parallèle avec les diplômes. Tu vois, c'est d'attendre le diplôme pour pouvoir s'autoriser à ce que j'ai fait avant, puisque j'ai fait de grandes études avec un joli diplôme. Mais cela dit, j'ai pas du tout fait ça pour mon expression artistique, non.
Et ça m'a posé aucun souci. Et j'ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie de me former ni à la peinture, ni à la broderie, ni au jeu de comédienne, puisque j'ai eu l'occasion de jouer aussi dans des courts-métrages. J'ai envie vraiment de garder cette instinctivité et spontanéité dans ce que je peux faire émerger. Presque plus t'initier que de te former. Oui. Parce que se former, c'est prendre une forme. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que la création, quelle qu'elle soit, m'oblige en fait parfois à découvrir des techniques. Je pense à la broderie, là, par exemple. La création, c'était des impressions végétales sur du tissu. J'ai eu envie. Je voyais très bien une feuille brodée ici, mais je ne savais pas faire. C'est pas grave. J'ai tenté et le rendu est super. En fait, c'est la création qui appelle, qui demande. C'est pas, tiens, j'ai décidé de me former dans telle technique pour ensuite pouvoir produire. Moi, quand je crée, je n'ai pas du tout l'intention de produire quoi que ce soit, ni de vendre quoi que ce soit, en fait. Tu t'exprimes. Oui. Tu exprimes quelque chose qui demande à être, à se matérialiser. C'est ça. Je traduis un élan. Il y a un élan, je pense, à un moment où il y a eu comme un cumul d'informations sensorielles, différentes sources d'inspiration. Il y a aussi une matière, en fait, qui se présente. Et qui m'appelle en fait à matérialiser, donner forme. Il y a cette idée de jouer. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, rappeler ça à mes clients ou aux personnes que j'accompagne. C'est toujours dire, mais on peut jouer en fait. Tu parlais de s'autoriser. C'est plus que la liberté, c'est vraiment s'autoriser. Oui, je peux faire ce que je veux. Je peux agencer les choses comme je les veux. Tout est possible à partir du moment où j'y vais. C'est ça. Et je joue avec les matières et je vois ce que ça donne et peut-être que ça donnera rien. Voilà. C'est exactement ça. C'est vrai que j'ai eu différents retours depuis que j'expose et ça fait partie des questions en fait. Je pense à une personne en particulier qui me demandait mais comment tu fais parce qu'elle dit moi j'ai pas envie de gâcher, si c'est loupé, qu'est-ce que je fais de ces stocks? Mais en fait à aucun moment je me suis posé la question. À aucun moment. Et est-ce que là, on est déjà dans la limitation de ah là là, faut pas se tromper, faut pas faire de rature, enfin tu vois, des réminiscences de ce qu'on nous a imposé aussi à l'école. Mais là, tout est permis quand, je pense, tu pars de l'endroit où il n'y a pas d'attente de réussir ou de vendre ou autre injonction. Tu dis d'ailleurs que ta créativité, on le lit sur ton Instagram, elle est organique. On peut même parler de viscérale. Oui, complètement. Oui, c'est organique dans la mesure où ça part toujours de mon corps. Tu vois, ce matin, j'ai partagé, c'est étonnant, j'ai repartagé une création que j'ai faite, là, qui s'appelle Herbaeas corpus. Alors, c'est aussi la saison, on baigne dans les végétaux, c'est l'abondance là, des feuilles. Mais a posteriori, quand je l'ai posté, je dis pourquoi j'ai eu l'élan de poster ça aujourd'hui. En fait, j'ai eu la réponse directe. J'ai pris ma douche dans le jardin ce matin. On a installé une douche d'été. Et donc, j'étais toute nue dans le jardin. Et mon corps a imprimé ça, en fait, dans ses cellules. Ce qui fait qu'après, quand je passe dans mon espace de communication à l'intérieur de la maison, tiens, j'ai eu envie de partager ça. Mais la connexion à la nature. Voilà, c'était imprimé dans mon corps. Et cette création, Herbaeas corpus, elle est vraiment la traduction de ça. Je l'ai créée dans une période où j'étais coupée des réseaux sociaux, j'avais fait un break. Et je travaillais avec les plantes, je faisais des huiles, voilà. Mais la question que je me suis posée, c'est tiens, comment ça se fait que je partage celle-ci aujourd'hui, tu vois ? C'est pour ça, en fait. C'est que mon corps a été en plein air, là, dans les éléments, au milieu des végétaux, dans le jardin ce matin. Et naturellement, voilà, la communication en a été la prolongation. Tu parles de prolongation. Je me souviens que dans la cellule Contouring, tu nous as longuement parlé d'un de tes processus créatifs, en tout cas, qui était de te mettre en mouvement. Et comme si, justement, le geste venait prolonger le geste pictural ou la peinture qui vient se poser sur un papier, par exemple, et ce serait la prolongation de ton mouvement, de ton corps. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, ça c'était sur une série en fait particulière, mais qui est reliée à celle dont je te parle là. C'est une série de créations à l'argile sur des draps de coton recyclés. Et en fait, c'était une réponse à une séance photographique que j'ai faite avec un artiste photographe, un projet qui s'appelait la calligraphie corporelle. Et cette série de photos m'a beaucoup inspirée. Et j'ai vu, moi, dans ces nus en noir et blanc, beaucoup de sigles, de formes.
Et donc le photographe m'a invité à aller plus loin dans la réponse artistique que je pouvais donner à sa propre série de photos. Et naturellement, en fait, je suis repassée par le corps nu et le mouvement pour laisser émerger en fait les formes qui avaient à faire émerger de mon corps sur le tissu. Et donc il y a tout un rituel en fait au préalable avant de donner forme à quoi que ce soit, d'utilisation de la matière, là en l'occurrence c'était de l'argile, avec des mouvements sur le corps. Et une fois seulement que j'ai senti que tout ça était suffisamment fluide, la matière avec moi, le geste, l'espace, eh bien j'ai prolongé les mouvements sur les tissus. C'était la première fois que tu expérimentais ça ? Oui. Est-ce que c'est conscient ou est-ce que ça s'est passé ? C'était un choix pour toi ? Ça a été une réflexion ? Ou est-ce que tu pourrais le refaire ? Je pense que je pourrais le refaire. Après, j'ai peut-être répondu un peu vite sur c'était la première fois, parce que justement, cette œuvre Herbaeas Corpus dont je te parle, il y a déjà cette utilisation de l'argile sur du tissu. Donc là, on est je sais plus, bref, c'était quelques mois avant. Mais j'étais moins passée par le mouvement du corps. Là, c'était plus après un aplat de végétaux, tu vois. Vraiment, ouais, utiliser le mouvement. Après, il y a toute l'influence que j'ai par la danse. Parce que moi, je danse beaucoup. Exactement. Et ça, quand je retrace mon parcours, finalement, ça a toujours été ma pratique artistique depuis que je suis enfant. C'est là le fil conducteur. Donc, c'est pas étonnant que ma créativité passe souvent par le mouvement. Par le mouvement, la danse. Presque en t'entendant, en t'écoutant, c'est une véritable expérience que tu vis, cette création. C'est plus que tu parlais il n'y a pas de résultat. Non, c'est l'expérience qui compte. Ouais, complètement. Il y a, je parlais de rituels tout à l'heure. Parce qu'il y a pas mal de créations qui sont sorties en fait de rituels. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je ne me pose pas pour produire une œuvre. Pas du tout. Je me pose pour être en connexion avec moi, vivre un rituel à l'occasion d'une nouvelle lune, d'une pleine lune ou autre chose, une étape importante de ma vie. Et de ce rituel, qu'il soit avec des plantes, avec l'argile, avec le corps, peu importe, eh bien, j'ai envie de prolonger. J'ai envie de prolonger alors, soit ça se fait de façon hasardeuse, parce que je pense au tissu, par exemple. Il s'est avéré qu'un jour, j'avais un tissu sur mon bureau et une toile. Et j'ai commencé, en fait, à continuer ce rituel sur la toile. C'est-à-dire que ce que je faisais sur mon corps, je le faisais aussi à la toile. Et puis, pour m'essuyer entre deux matières, il y avait le tissu qui était là. Et tu vois, finalement, c'était comme un brouillon, ce tissu, mais quelques semaines plus tard, l'appel du tissu était là. Oui. Je l'avais touché et c'était resté imprégné quelque part dans ma banque de données et j'ai eu envie ensuite de créer sur du tissu. Oui. Et on revient à l'œuvre organique aussi par le biais de la matière. Oui. Matière organique. Oui. Oui, le coton, le lin, tu vois. Tu travailles avec les végétaux aussi, l'impression un peu végétale, l'herboristerie. Oui, voilà. Donc ça, c'est venu de toute une période où je me retirais des écrans. Et aussi, j'accueillais ce que la nature nous présente. Donc, j'ai fait des macérats huileux avec les roses du jardin. Et j'étais très attirée par le monde végétal, sans avoir aucune idée à l'avance que ça allait s'infiltrer sur la partie picturale. Même si, quand j'ai commencé l'aquarelle en 2018, je peignais beaucoup de végétaux. Oui. En fait. Mais là, non, ça a pris un autre chemin. C'est passé par les macérats huileux, les huiles végétales que j'ai fabriquées. Et ensuite, envie d'en garder l'empreinte sur le tissu. C'est intéressant parce qu'on commençait cet échange avec composer avec ce que je suis et avec ce que j'ai. Il n'y a rien de mieux que ça, que cet exemple. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dans les placards ? Qu'est-ce que j'ai dans le frigo, peut-être ? Qu'est-ce que j'ai autour de moi sur mon bureau, dans mon atelier ? Qu'est-ce que la nature m'offre aujourd'hui ? En fonction des saisons, ça doit être très différent. Moi, je sais qu'en ce moment, j'aime beaucoup récupérer certaines fleurs. Forcément, je vais récupérer ce que la nature va m'offrir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais trouver sur mon chemin. Ici, on est à Bordeaux. Quand on est dans une autre ville, ailleurs, quand je suis chez mes parents, en pleine campagne, je vais récolter autre chose. Oui. Et donc, j'ai une matière différente pour débuter une autre œuvre. Et je ne sais pas à l'avance. Oui, exactement. Oui, j'ai vu que tu trouvais aussi des trèfles à 4 feuilles. Oui, je me suis beaucoup amusée à ça il y a quelque temps avec une amie coach qui nous avait fait un petit atelier de recherche de trèfle à 4 feuilles. Et il y avait une belle symbolique sur finalement la chance qu'on pourrait provoquer dans notre vie. Et est-ce qu'on a la chance ou pas de trouver des trèfles, ou est-ce qu'on la crée, est-ce qu'on les trouve et comment est-ce qu'on pourrait favoriser les trouvailles.
Donc voilà, c'est parti de là. Et de là, j'ai créé des œuvres avec les trèfles que je trouvais, puisqu'il y avait chaque fois une énergie assez forte au moment où, voilà, le 1er novembre 2021, voilà, le 1-11 qui arrivait, ou des moments où profusion, comme une prospérité. Et donc j'avais envie de les garder et j'ai commencé comme ça. Donc maintenant, comme je travaille avec les élixirs floraux, eh ben, j'aime bien les récupérer, les fleurs archétypales pour chaque élixir, au fur et à mesure de mes aventures et de mes balades, sans pression, et de créer quelque chose avec aussi, pour que, comme des gardiens en fait. Ils viennent poser leur énergie, donc aussi le végétal, la nature. Ouais. Oui, on a ça en commun. Et le végétal et le fait de trouver des trèfles à 4 feuilles. Tu en as aussi? Ah oui, j'en trouve assez régulièrement. Et d'ailleurs, à l'occasion de la première expo que j'ai faite sur le bassin d'Arcachon, j'avais exposé en fait une page de mon carnet de croquis. Oui. Parce que c'était intéressant dans la présentation de l'exposition de présenter cette page en fait en particulier, alors que quand j'ai fait cette page-là, à aucun moment j'ai cru qu'un jour elle serait exposée. Et hasard, dans mon carnet, je colle aussi des choses que je trouve. Et j'avais trouvé une série de trèfles à 4 feuilles. Ce qui fait que quand j'ai exposé ce petit croquis à l'aquarelle, il y avait collé derrière un trèfle à 4 feuilles. Et la personne a acheté le croquis, qui n'était pas destiné forcément initialement à être vendu un jour. Mais voilà, il a rencontré sa nouvelle propriétaire, on va dire. Finalement, c'est aussi de se laisser surprendre. On dit composer avec ce qu'on est et ce qu'on a. C'est être surpris de la manière dont tout ça va être agencé, à qui ça va être destiné, comment, on ne sait pas. Voilà. Le jeu. Toujours dans ton processus de création, tu parles d'état de dilatation. Un peu comme le col de l'utérus, tu dis, voilà, c'est vraiment une dilatation pour laisser passer le bébé. La création, c'est sûr que procréation et création, c'est très, très similaire en niveau de l'énergie. Est-ce que tu peux peut-être nous parler sans donner forcément tous les détails, mais est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce que tu voulais ajouter des petits commentaires? Oui. C'est vrai que j'ai employé ces mots-là et ils sont très justes. Je me souviens, je pense que j'ai dû aborder ça au moment où on parlait de l'espace, peut-être. L'espace de création dans nos lieux de vie. Et j'ai remarqué que moi j'ai besoin de beaucoup d'espace, pas forcément physique, mais énergétique et vibratoire. Donc même si quand j'ai mon espace dans la maison, mon atelier, et que Olivier par exemple est dans un autre espace, je ressens bien sûr sa présence dans la maison, et j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui va être moins dilaté, voilà, moins étendu. Et que quand je suis seule au monde, dans la maison ou ailleurs, il y a quelque chose qui se dilate encore plus grand et qui se permet en fait encore plus. On parle de la matière, on parle des champs de conscience, des champs de créativité. Oui, aussi, j'aime bien créer dans la nudité, ce que j'avais partagé. Bon, ça dépend des saisons, tu vas me dire. Mais voilà, après, j'ai besoin de pouvoir voyager dans l'espace, de toucher une matière ou une autre. Et donc ça, forcément, c'est un peu plus facile quand je suis seule. Voilà. Peut-être une plus grande qualité à être présente, à l'instant présent, à ton corps, à tes ressentis, parce que aucun élément parasitaire. Exactement, tu as tout compris, c'est ça. Et ça me fait une disponibilité entière aux sensations et aux informations que mon corps reçoit. S'il y a des présences, même des petits sons, très peu, voilà, c'est des capteurs qui reçoivent ça et qui ne sont pas disponibles pour la création. Parce que ta création, principalement, elle va passer par le corps, une reconnexion au corps. Tu le disais tout à l'heure, la fluidité, le geste qui se retrouve aussi dans tes œuvres, mais vraiment cette reconnexion au corps, c'est primordial. Oui, je pense que c'est ça le chemin pour passer de l'intuition, l'inspiration, à la forme, à l'œuvre. Il faut passer par le corps, en fait, pour lui donner forme. Alors après, il y a aussi des créations qui se font, par exemple, sous format digital. Ça, c'est pas du tout mon truc. Parce que justement, pour moi, j'ai besoin de la matière corporelle, organique. De toucher, de sentir, même parfois de goûter, pourquoi pas. Tu vois donc, j'ai besoin de ça. Et le corps, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à quel point je suis tellement heureuse qu'on fasse cet épisode en présentiel, parce qu'on aurait pu le faire en distanciel, mais justement, les corps n'en auraient pas profité. Et il y a quelque chose qui reste dans la création du podcast, même si c'est auditif, il y a quelque chose qui se passe dans la matière, qui passe entre nous.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on l'a bien vu tout à l'heure quand on était en off et que tu retrouvais cette idée et hop, il y a une vague dans ton corps qui venait vers moi pour partager cette idée. C'est vrai que pour moi, c'est hyper précieux. Le présentiel, ça nous a tellement manqué. Mais pour moi, c'est très, très important. Et parlons de présentiel, parlons d'exposition. Ça nous fait le pont idéal. On va revenir un instant à la précédente exposition que tu avais fait justement. Tu me parlais de danse, tu parlais de ces photographies qui t'ont inspiré un alphabet. Oui. J'aime beaucoup parler d'avoir un langage personnel et que je pense sincèrement que nos œuvres sont un langage personnel, une manière de nous exprimer. Est-ce que c'est ça ? Parle-nous un petit peu de cet alphabet et peut-être de cette collaboration plus en détail. Alors oui, comme je l'ai évoqué, c'est une opportunité d'exposer qui s'est présentée à moi suite à cette expérience de calligraphie corporelle que j'ai vécue avec ce photographe. François Doury, d'ailleurs, je vais le citer. Donc de cette série de photos, j'ai été très inspirée et pour lui faire un retour en fait sur ce que je voyais moi à travers ces photos. Et donc on s'était revus et je lui avais partagé. Il avait été très très emballé par la retranscription que j'avais pu faire à l'aquarelle. À l'époque, c'était de l'aquarelle. J'avais un petit carnet sous le coude que j'avais chiné en recyclerie, qui était du vieux papier photo en fait. C'est des petits carnets en forme d'accordéon qui étaient utilisés en fait comme du papier photo à l'époque. C'était dans les années 50. Et donc j'avais ce support-là sous la main et c'est comme ça que j'ai traduit à l'aquarelle les sigles ou les glyphes que je voyais sur ces photos. Et en lui présentant ça, il a été vraiment très enthousiaste et honoré aussi de la réponse créative que je donnais à sa propre création. Et m'a invité à aller plus loin. Et on avait imaginé un jour peut-être, oui, d'exposer ensemble, mais bon, c'était assez lointain. Et finalement, je crois que 15 jours plus tard, peut-être, il me contacte pour me parler d'une opportunité qui tombe du ciel et qui se propose donc sur le bassin d'Arcachon pour exposer. Et donc, j'ai répondu oui. J'ai eu un petit peu j'ai flippé, disons-le, clairement. Mais j'avais pas le temps de réfléchir, en fait. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Et le voilà. corps a pensé à ta place, oui. A répondu à ta place. Oui, complètement. Complètement. Mais, suite à cet entretien qu'on avait eu tous les deux, avant même de savoir qu'il y avait une date qui allait se poser, genre 2 semaines après, j'avais commencé l'exploration. L'exploration avec l'argile sur les tissus. Moi, c'était important d'utiliser le tissu par rapport à la continuité de la peau. Et puis après, j'ai continué en fait, à créer ces formes-là, à en tester différentes, en m'inspirant aussi de d'autres corps qu'il avait photographiés, pas seulement mes clichés à moi. Et voilà comment ça s'est fait très rapidement en fait. D'accord, parce que ça, tu n'avais pas forcément précisé. Les premiers clichés, c'était toi. C'était des clichés de toi. Oui. La réponse créative que j'ai eue, c'est sur mes clichés à moi. Si je ne me trompe pas, vous étiez 3 pour l'exposition ? Oui. Donc il y a une triple collaboration ? Oui. Tout à fait. Il y avait François Doury, le photographe, et Mélisse, qui est peintre, et qui, elle aussi, avait été très inspirée par les photos de François et lui avait évoqué l'envie, un jour, de peindre en s'inspirant de ses clichés. Là, le délai étant très court, elle n'a pas eu le temps de reproduire, en fait, des œuvres picturales basées sur ses photos, mais par contre, elle a choisi une rétrospective de certaines œuvres qui parlaient de cette connexion à soi. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc on était tous les 3 et moi c'était ma première expérience d'exposition à 3 et c'était génial. C'était génial parce que voilà, ça a été c'était un super moment convivial, hyper interactif, très vivant. Très belle expérience. Pour commencer, je pouvais pas rêver mieux. Déjà pour la collaboration et puis pour l'exposition. On parlait encore une fois de tellement de choses passionnantes dans la cellule contouring. Je vais en relever une qui va faire le pont et vous allez voir encore pourquoi. L'œuvre est un pont entre les humains, tu nous disais, un prétexte à la rencontre, à la connexion. Et c'est exactement ça qu'il se passe lors d'une exposition. Exactement. Voilà, j'ai découvert ça effectivement pendant cette première exposition qui a duré 1 semaine. Finalement, dans l'œuvre, il y a bien sûr notre empreinte vibratoire. Et quand on est présent, alors c'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours présent tout le temps sur l'exposition, mais nous, tel qu'on l'avait proposé, celle-ci, on a été quand même très très présent. Et donc c'est l'occasion effectivement de rencontrer les spectateurs de l'œuvre.
et de découvrir en fait le morceau manquant. Et c'est toi qui en parlais très bien dans la cellule contouring, ça m'avait beaucoup plu. Oui, moi je dis le spectateur fait partie de l'œuvre. Mais complètement. Et au moins, si ce n'est plus, à 50%. Et ben ça, moi je l'ai découvert sur le terrain. Hein. Comme je découvre ma création au fur et à mesure sans passer par la technique. J'ai pas, je ne me suis pas formée, renseignée sur comment ça se passe une exposition, qu'est-ce que je dois présenter, comment. Non, pas du tout. Hein. J'y suis allée en pure intuition. Bon, bien sûr guidée quand même par François et Mélisse qui avaient l'expérience d'exposer. Bien accompagnée. Oui, très bien accompagnée. Mais voilà, c'est effectivement un prétexte magnifique pour rencontrer l'autre, dans les deux sens, en fait. Et l'autre se rencontre aussi à travers l'œuvre. Parce que si une œuvre l'attire ou le repousse, c'est comme l'être humain, en fait. C'est un miroir, hein, l'œuvre. On va juste laisser passer le coup de vent. Oui. Mais justement, tu parlais des bonnes raisons d'exposer. Si on enlève la pression de vendre, la pression de faire des ventes, exactement. Pourquoi est-ce qu'on irait exposer ? Parle-nous-en un petit peu, peut-être, toi qui as fait déjà 2-3 expériences d'exposition, pourquoi tu nous encouragerais à montrer nos œuvres, déjà peut-être sur Instagram, déjà rien que sur notre site internet, et encore plus en présentiel, dans une exposition ? Eh bien, de ce que je suis en train d'apprendre, de synthétiser, donc déjà, c'est un formidable outil de rencontre, de connaissance de l'autre, mais aussi de connaissance de soi. Puisqu'il y a des personnes, en fait, qui vont te renvoyer aussi la valeur d'un trait ou d'une synergie, oui, que toi, tu as choisi, que moi, en tout cas, j'ai choisi de mettre en place pour créer. Et parfois, c'est tellement inné ou intuitif que tu ne mesures pas, en fait, l'importance que ça peut avoir pour quelqu'un d'autre, l'impact que ça peut avoir vibratoirement en fait, sur la personne. Donc ça, c'est chouette de pouvoir le mesurer. Et si tu ne les sors pas de chez toi ou de ton tiroir, même sur Instagram, tu ne peux pas en fait, mesurer l'impact bénéfique que ça peut avoir sur quelqu'un. Les fameux miroirs. Voilà, l'effet miroir. Même si, bien sûr, l'idée, ce n'est pas d'atteindre la validation de l'extérieur. Non, mais c'est, en effet, on le disait, le spectateur, il ne peut pas en profiter si on ne sort pas et il n'est qu'à destination de nous-mêmes. Donc, c'est dommage. Oui. Il y a comme l'œuvre qui ne termine pas son processus. Son processus, effectivement, parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, en fait, qui, quelque part, nous appartient pour un temps. Je pense que l'œuvre fait son œuvre sur nous en tout premier, puisque c'est nous qui canalisons l'inspiration et qui lui donnons forme. Mais comme un enfant, hein, elle va te transformer, il va te transformer en premier, mais tu ne le fais pas pour le garder pour toi. Hein. Il est créé pour continuer sa vie dans le monde. Et je pense que voilà, l'œuvre, c'est pareil. Je le découvre, je l'expérimente et ça se confirme à chaque fois. Elle fait un morceau de vie avec moi. Et jusqu'au jour où elle rencontre quelqu'un d'autre, donc soit quelqu'un qui la découvre chez moi ou qui la découvre lors d'une exposition, et elle continue sa route là où elle doit. Peut-être il y a 2 raisons alors que j'entends ici qu'on pourrait nommer, d'exposer selon les profils de chaque artiste, chaque personne, soit parce qu'on a envie de faire un coup et de se dire voilà, je vais peut-être pouvoir me faire un peu d'argent et vendre mes œuvres et c'est l'occasion, ou bien juste je vais montrer ce que je fais. Juste, je vais montrer, et puis peut-être il y aura quelqu'un qui va entrer en résonance et qui va aimer cette œuvre et qui va vouloir l'acquérir. Et c'est peut-être ça d'abord qu'on doit regarder avant de se mettre une pression, de juste s'exposer. Oui, complètement. Je pense aux aquarelles. La première fois qu'on m'a demandé en fait d'en acheter une, je crois que j'avais offert une aquarelle à une amie et qui avait été très touchée. Et qui a eu envie en fait d'en acheter d'autres pour installer dans son intérieur. Et c'est vrai qu'au début c'est un peu déstabilisant parce que, comme je te le disais, moi mon intention quand je les ai créés, c'était pas de les vendre. Mais quand il y a le désir en face et que tu sens que ça l'appelle vraiment, oui bien sûr tu vas faire l'effort de faire le travail intérieur pour donner la valeur que tu souhaites donner à cette œuvre, financièrement, on va dire, et pour la laisser partir là où elle doit aller. Surtout, se détacher. Oui, c'est ça, se détacher. Parce qu'on pourrait aussi très bien exposer, mais tant qu'on n'est pas dans le détachement, peut-être qu'il n'y a aucune œuvre qui va partir. Exactement.
Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à une œuvre dont je parle beaucoup décidément aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Herbaeas Corpus. Moi, je l'adore, celle-ci. Elle est très grande, elle est superbe parce qu'il y a différentes techniques, entre guillemets, même si je ne suis pas experte de ces techniques. Et quand je l'ai exposée sur le bassin d'Arcachon, elle a eu beaucoup de succès. Énormément de succès. Mais personne a décidé de l'acheter. Est-ce que j'étais vraiment prête à la vendre ? Je n'en suis pas sûre. Mais ce que j'ai découvert, en fait, en la ramenant à la maison, c'est que plein de personnes de mon entourage proche auraient regretté que je la vende. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Donc Olivier, lui, n'était pas du tout prêt. Il dit, non, elle est trop belle, elle est magnifique ici. Une autre amie qui m'a dit, est-ce que tu l'as vendue, celle-ci ? Non. Heureusement, ça m'aurait vraiment fait mal au cœur si elle était partie ailleurs que chez toi. Il faudrait peut-être faire une cotisation et comme ça, elle pourra rester à la maison. Voilà. Une espèce de mécénat pour rester... pourquoi pas ? Ouais. On pourrait poser la question à l'inverse aussi. Pourquoi le spectateur devrait-il rentrer dans une salle, une galerie, une salle d'exposition ? Pourquoi devrait-il aller voir des œuvres ? De nouveau, moi, évidemment, en posant la question, je pense à moi. On voit des galeries magnifiques avec des œuvres parfois magnifiques et hors de prix certainement par rapport à nos moyens. Et souvent, on n'ose pas rentrer, tant c'est beau, tant c'est luxueux, tant c'est hors de notre portée. Et de ce fait-là, comment encourager à rentrer dans les galeries et à rentrer dans les expositions ? Est-ce que c'est comme ici, à aller exposer, vous, en tant qu'artiste, dans des lieux plus accessibles comme un club de tennis ? Est-ce que c'est vous, nous, créateurs, à aller vers le spectateur ? Ou comment encourager le spectateur à aller vers l'œuvre ? Je crois que les deux sont vraiment possibles. En fait, on fait chacun un pas vers l'autre dans des univers différents, complètement différents. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a l'importance du présentiel. Et en fait, la matière est vibratoire. Donc oui, on peut voir la photo de l'œuvre, mais ça n'a pas, comme je peux t'avoir vu en photo avant qu'on se rencontre aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir lorsqu'on est en présence. Enfin, ça n'a rien à voir, si. Je t'ai complètement reconnue et c'est complètement fidèle à l'énergie que je captais de toi. Mais effectivement, il se transfère d'autres informations, d'autres connexions, d'autres visions. Parfois, on imagine l'œuvre immense et finalement, quand on est en face, elle est plus petite que ce qu'on imaginait, mais beaucoup plus concentrée, où on va voir les formes, les gestes qui sont plus visibles quand on est devant concrètement. C'est vrai qu'on ne conclut pas sur Internet non plus. On a beau avoir des applications, à un moment donné, comme Tinder, on doit aller rencontrer la personne. C'est un peu la même chose. Pourtant, on en voit de plus en plus qui font des petites acquisitions d'œuvres d'art par les réseaux sociaux, en voyant que le visuel. Mais finalement, il n'y a rien de mieux que le présentiel. Et même si ça reste impressionnant parfois, de se rappeler que ce qu'on va... Peut-être, c'est une question que tu peux te poser, plus c'est impressionnant et peut-être plus ce qu'on va en réceptionner va être aussi important. Oui. Comme une fuite de ce qui est nourrissant. Oui. Oui, je pense qu'il y a de ça. Tu ressens avant l'énergie de la personne ou sa vibration. Après, la rencontrer en vrai, l'œuvre ou la personne, là c'est, comment dire, confrontation à la vibration en temps réel. Exactement. Comment je vais l'intégrer ? Est-ce que je suis capable de l'intégrer en temps réel ? Souvent, c'est non. Oui, et tu as souvent besoin d'y aller plusieurs fois aussi. Et tu la verras différemment, soit la personne, soit l'œuvre. Parce qu'on ne fait pas le tour d'une personne en une rencontre. Tout à fait. Je pense que c'est la même chose pour une œuvre. Et moi-même, pour répondre, il y a un troisième temps dans la réponse que tu m'as posée sur le sens, pourquoi exposer finalement. Donc j'ai déjà donné 2 éléments. Le troisième que je découvre, c'est qu'en fait, je découvre moi-même mes œuvres. Oui. C'est-à-dire qu'à les présenter et à plonger dedans à chaque fois que qu'on me pose des questions dessus ou que j'ai envie de la présenter, en fait, elle me parle. Elle me passe le message qu'elle a à me passer et que si je la garde chez moi, je ne vais pas forcément plonger justement dans toutes ces facettes. Et je la découvre sous différentes facettes que je n'avais pas vues lorsque je l'ai créée. Et peut-être une réponse supplémentaire, c'est accepter de se laisser toucher. C'est être sûr que plus on va en présentiel et plus on va au contact d'une œuvre, et plus on est certain d'être touché par l'œuvre. Et parfois, on évite justement d'être touché parce qu'il faut une certaine ouverture. Accepter d'être touché, c'est accepter de ressentir des émotions, ce que l'œuvre va nous transmettre. Et je pense que parfois, on évite d'entrer dans une galerie ou dans une exposition
de se mettre en contact avec l'œuvre pour éviter d'être touché. Oui, mais ça peut réveiller des désirs très forts. Et quand on n'a pas forcément le budget ou quoi, c'est vrai qu'on peut éviter aussi ça. Ici, on est dans donc un club de tennis et tu exposes avec Olivier, qui est photographe, mais également ton conjoint, ton compagnon dans la vie. Sacrée collaboration. Tout à fait. Parlons de cette exposition. Ça part de photos et puis ça passe en peinture et ça finit dans une exposition ici. Voilà. Eh bien, le processus de création autour de cette série de portraits, de photopeintures, en fait, il a commencé il y a très longtemps, finalement. Je pense que depuis qu'on se connaît. Mais je ne vais pas remonter jusque-là. Mais en fait, le déclencheur vient effectivement des photographies d'Olivier. C'est-à-dire que les photographies, souvent, sont restées au format digital dans les ordinateurs. Et c'était en décembre 2021, je crois. Oui, 2020, on décide d'imprimer de faire des tirages de qualité pour nos familles sur certains portraits. On le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ce sont souvent des portraits de toi et peut-être même d'Olivier, non ? Oui, il y a moi, il y a Olivier, il y a mon frère aussi. Donc ces photos-là, on choisit un papier de très bonne qualité et moi un papier texturé, pas le papier photo classique en fait, parce que pour moi et pour nous, pour Olivier aussi, c'est très important le toucher. Il a un sens du toucher très développé. Et donc le choix de la matière, rien que pour les impressions photos, déjà je pense enclenche quelque chose qui est complètement inconscient pour nous à ce moment-là. Et sur tous ces tirages, quand j'ai vu moi tous ces tirages à la maison sur la table, ça a cheminé. Ça a cheminé et à un moment donné, faire avec ce qu'on a et ce qu'on est, eh bien mes pinceaux ont commencé à s'activer sur les photos d'Olivier. J'ai fait la carnage. Eh bien non, la carnage, non. Révélation. Oui, complètement. Et voilà, et donc deux matières qui se rencontrent. Eh bien, ça donne ces œuvres qu'aujourd'hui, on expose ensemble. Ouais. Et dans un lieu ouvert, un lieu de passage, un lieu proche du public. Ah oui, c'est un lieu très vivant, c'est un lieu très convivial, très familial. Voilà, les enfants viennent prendre un cours de tennis, c'est un restaurant, c'est un bar aussi. C'est très accessible. En fait, c'est un lieu qu'on aime parce que la rencontre est facile. C'est vivant, il y a du sport. Donc Olivier est fan de tennis, il pratique ce sport. Moi non, pas du tout. Mais j'aime l'idée que ce soit un lieu de rencontre et de partage. Oui, les mondes se rencontrent. C'est la collaboration ici, finalement, comme la précédente, qui s'impose à vous, à toi. Oui. C'est pas un choix initial, c'est juste une inspiration. Oui, il y a comme comme pour la première expo, en fait, il y a une impulsion qui vient du masculin. Tu sais, on parlait de la synergie féminin-masculin pour donner vie, en fait, à une création, en soi et en premier. Et bien là aussi, c'est Olivier, en fait, qui initie ce pas vers l'extérieur, puisque c'est lui, en parlant avec les gérants du restaurant, qui est très enthousiaste avec les créations que j'ai pu faire sur ces photos, les présente comme ça spontanément, et le gérant est emballé et dit mais ce serait super si vous pouviez faire une exposition ici, quoi. Moi jamais je serais venue demander d'exposer ici, par exemple. Donc l'impulse est venu de lui. Oui. Et de la rencontre aussi, d'une rencontre, d'un feeling entre ces deux personnes. Puis oser aller vers cette proposition, ne pas rester fermé à ce que tu connais déjà, au contraire, ouvrir les portes et te dire peut-être que ça n'ira nulle part et peut-être que ça ouvrira des portes ou juste des possibles en fait. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça ouvre toujours des possibles. Je vois le clin d'œil en tant que dans notre rencontre. Toi, tu m'écris ou tu me laisses un mémo le jour où le lendemain, je fais le vernissage de l'expo sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, on se rencontre, on est dans une autre exposition, tu vois. D'où l'appel aussi peut-être de l'exposition en ce qui te concerne. On exposera peut-être ensemble un jour. Oui, on va savoir. Mais voilà, en fait, ça déclenche et ça ouvre des portes qui sont bien au-delà de vendre une œuvre, en fait. Et je crois que c'est un mouvement de soi, c'est offrir de soi, en fait, au monde. S'exposer. Oui. Si on pouvait résumer, oui. C'est ça. Et on pourrait presque se demander pourquoi certains, du coup, ne s'exposent pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, encore une fois, que ce soit dans notre famille, que ce soit
avec tout entourage, partout, il y en a toujours celui qui va parler plus fort Oui. et l'autre moins fort, celui qui va oser s'exposer et celui Oui. qui va peut-être s'enterrer un peu plus. Oui, mais je peux comprendre ça. Mhm. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, voilà, s'exposer, c'est pas anodin en fait, hein. C'est s'exposer au meilleur comme au pire. Et puis avec tout l'entre-deux qui existe, bien sûr, entre ces deux extrêmes. Donc je pense que ça arrive dans des phases précises de nos parcours et que ce n'est pas un état continu. Tu vois, moi par exemple, là, j'ai l'impression que ça fait 3 mois que je ne suis consacrée qu'à cela. Et donc, je suis beaucoup moins disponible pour la création à part entière. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est des phases. Et il faut être, je pense, prêt et assez solide pour s'exposer. Mhm. Vraiment. Mais tout à l'heure, je parlais de celui qui va rentrer dans une exposition et qui doit accepter d'être touché. Il y a aussi celui qui va montrer son œuvre, qui va être touché par le regard que chacun va poser. Enfin, voilà, les émotions sont des deux côtés. Ah, complètement. Et ça, c'est très important Ça réveille beaucoup de choses. à savoir. Et grâce à Mélisse, qui faisait partie du premier trio d'artistes, elle m'avait bien briefé là-dessus, hein, que parfois les gens vont émettre peut-être une critique sur l'œuvre. Et donc, l'artiste entend ça et dit mais ça ne correspond pas du tout en fait avec ce que j'avais mis dans cette œuvre. Et elle a appris par 30 ans d'expérience que finalement la personne parlait d'elle. Mais comme toujours en fait, quand on rencontre quelqu'un, tu vois, s'il y a quelque chose qui t'agace ou qui t'attire, c'est que tu le portes en toi. Et ça, c'était hyper intéressant et très instructif pour moi. Donc ne pas le prendre pour soi. Oui. Et à ce moment-là, ça ne t'appartient plus, autant la critique évidemment que l'œuvre. Oui, c'est ça. Laisser partir le bébé. Raconter l'histoire d'une œuvre, ça fait aussi partie du processus, peut-être de la mise au monde, en tout cas de l'exposition. Raconter le processus créatif, raconter l'histoire de comment c'est venu. Ça aussi, ça connecte au spectateur et ça prolonge finalement l'œuvre au-delà de ce côté un peu égocentrique où l'artiste, il est seul, on disait, on aime avoir notre espace parfois de création, seul avec beaucoup d'espace. Et puis, à un moment donné, il y a besoin peut-être de raconter ce qui s'est passé pour passer le flambeau peut-être. Oui. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, moi, ça, j'ai dû traverser ça dans la mesure où, comme tu l'as très bien souligné, la majorité des œuvres sont faites à partir de mon visage. Donc, il y a eu tous ces questionnements là sur l'égocentrisme, pour qui tu te prends, enfin, tu vois. Mais en fait, mon intimité, mon visage, mais aussi ce que je dis à travers ces œuvres, parle de quelque chose qu'on est certainement très nombreux à avoir traversé. L'intimité qui devient universelle. Exactement. Et ces portraits-là, ils ont été créés pendant la période des 2 ans de Covid, confinement. Et donc, tu le verras, parce que tu n'as pas encore découvert l'exposition. Mais en fait, elles crient toutes beaucoup la liberté, en fait. Certaines, on sent le feu, même parfois d'une certaine colère, ou un appel à défendre son territoire, son corps, mais aussi son espace de liberté. Donc ça, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. C'est passé à travers moi dans cette forme-là, mais au-delà de mon image, qui même parfois on ne me reconnaît pas. Hein. Enfin, bien sûr. C'est d'ailleurs grâce à ça que moi j'ai pu exposer. C'est que j'ai eu plusieurs retours d'amis qui m'ont dit « mais non, mais j'avais même pas vu. Je ne vois plus toi. » C'est une autre figure. Une figure plus universelle qui parle aussi à la personne qui la porte en elle. Ça donne encore une raison à ceux qui réfléchissent. Est-ce que je vais me détacher aussi de l'image que j'ai, de cette intimité que je porte dans mon œuvre, qui est déposée dans mon œuvre? Est-ce que je la garde et vraiment je m'attache à ce que moi j'ai mis dans l'œuvre, ou je laisse l'autre s'approprier de par la connexion universelle en fait? C'est le chemin à traverser. Oui, c'est ça. Transformer. Oui. Peut-être il y a des étapes. Je suis en train de penser, quand j'ai commencé les aquarelles en 2018, avant de vendre un original, j'avais lancé une série de reproductions. Et donc, tu vois, en 2018, j'ai commencé à vendre des reproductions. Mais j'étais pas du tout prête à vendre les originaux. Et d'ailleurs, il y a une connaissance là qui m'a réservé l'une d'entre elles, parce que je l'ai exposée sur un marché de créateurs, et j'ai pensé à elle, elle me dit « Oh là là, mais comment ça se fait que je ne te l'ai pas réservée avant ?» Mais j'ai dit « Mais tout simplement parce que j'étais pas du tout prête à la laisser partir. »
Donc il y a peut-être ces étapes-là qui permettent d'y aller progressivement aussi. En tout cas, moi, ça a été mon chemin pour l'aquarelle. Raconter son histoire, ça permet aussi de se connecter à la personne qui est en face, que ce soit, on parlait du spectateur qui entre dans une galerie. Au départ, une œuvre lui est peut-être un petit peu étrangère, et plus on connaît de l'histoire de l'œuvre ou de l'artiste, et plus on s'attache non plus forcément à l'œuvre, mais à l'artiste. Ça arrive aussi très régulièrement qu'on a une attache plus à l'histoire que finalement à ce qui est là, à la matière. Oui, ça peut arriver dans ce sens-là, effectivement, parce qu'en fait, l'artiste est fait d'un parcours particulier, donc il peut y avoir des accointances au niveau de ce parcours, et aussi il est porteur de ses valeurs. Et sa création transpire ces valeurs. Donc ça, effectivement, ça peut créer vraiment une forme de lien très fort qui donne envie d'acquérir l'œuvre. Mais j'ai aussi observé, lors de cette première exposition avec mes 2 parrains-marraines, que, oui, je les appelle comme ça, qu'une femme était entrée pour avoir plus d'infos sur une photo que François avait réalisée, et elle ne voulait pas en savoir plus. Elle a juste posé une seule question, si la personne avait choisi sa pose ou si le photographe avait imposé la pose. Et une fois qu'elle a eu cette réponse, je me souviens que le photographe a voulu lui dérouler justement le processus créatif. Elle a dit non, je ne veux rien savoir de plus. Exactement. Et rester avec son propre imaginaire, son propre matériau à elle d'expérience, et se faire son film en fait. Exactement. Au sujet de cette création. C'est pour ça que souvent il y a un tout petit extrait, ou tout petit message à côté d'une œuvre de quelques lignes, pas plus. Après, si on veut, les artistes sont à côté, mais il y a comme une jauge à avoir entre les deux. Oui. Oui, il y a ça, cette espèce d'espace, d'intimité aussi de l'autre à respecter. Peut-être qu'il a juste envie de rester lui avec ce qu'il ressent. Tout à fait. Et pas être influencé par... Mais oui, il y a des exemples comme ça. On va pas dérouler peut-être tout ça, mais oui, il y a des exemples de chansons aussi. Tu sais, oui, tout à fait. On se fait nos films, j'adore et tout. Et puis après, on te dit vraiment les dessous de trucs. Tu dis, ah non, je pourrais plus jamais l'écouter pareil. Ouais. J'aurais voulu rester avec la version que j'avais. Oui. Sur ton Instagram, j'avais envie de t'interroger sur cette phrase que tu mets, muse et artiste. Alors, tu es la muse de qui ? Est-ce que tu es la muse de tes clients ? Oui, beaucoup. Alors, dans la période où je faisais essentiellement des accompagnements, où une grande partie de ma mission, ou en tout cas de ce qu'on me renvoyait, c'était de les inspirer. Les inspirer à oser, les inspirer à se libérer. Donc, pour moi, la muse, c'est celle qui inspire. Bien sûr, je suis la muse aussi d'Olivier sur beaucoup de créations photos. Et j'aimais bien, en fait, pour moi, c'est un peu les facettes féminin-masculin. Tu vois, et les muses ont longtemps été juste cantonnées au statut de muse, alors qu'elles étaient aussi des très grandes artistes, que ce soit les muses de Picasso, les muses de Salvador Dali, alors qu'elles étaient aussi artiste. Et donc moi, de mettre muse et artiste, c'est vraiment de relier le féminin et le masculin. Et il n'y a pas juste la partie visible de ce que crée l'artiste, il y a aussi l'inspiration ou la personne qui l'inspire. Oui, qui fait pleinement partie du processus. Oui. J'ai envie de revenir un instant sur ton parcours, simplement parce que, comme tu l'as très bien précisé, tu as commencé à peindre en 2018. On est en 2022, 4 ans après, tu exposes. On pourrait se dire que ça va très vite. Et en réalité, il y a certainement un long moment de gestation ou une transformation à un moment donné, une émanation de l'artiste, justement, de la muse qui devient artiste. Oui. Comment ça se passe ? Oui, effectivement. Donc, je marque à 2018, mais finalement, le marqueur fort, je dirais, c'est 2017. Si on ne parle pas de toutes mes années de danse qui m'ont exposée sur différents spectacles, toute ma vie en fait. Mais 2017, je participe à un projet collaboratif d'écriture avec la Plume Sauvage Édition. Donc là, c'est un livre qui réunit 50 autrices sur le thème de rencontre avec ma femme sauvage, 50 voix de femmes pour inspirer l'âme. Et donc ce livre prend forme et est publié et distribué à partir de 2017. Et là, pour moi, il se passe quelque chose. Je prends conscience, j'intègre cette dimension de l'artiste en moi. Ça commence là. Ça commence par la publication de ce livre en 2017. Vraiment. Écrire, c'est déjà un art de toute façon. C'est déjà une création. Oui. À ce moment-là, tu ne te considérais pas encore artiste ? Non. Non, pas du tout.
Pas du tout. Non, jamais j'aurais osé qualifier cette facette de moi qui pourtant a toujours été très présente. Donc 2017, ça bascule, je pense, vraiment à ce niveau-là. Et puis 2018, gros déclencheur, Venise, qui me réveille aussi l'envie de peindre avec l'aquarelle. 2019, je suis amenée à jouer dans un court-métrage, alors que j'ai jamais été comédienne. Et je découvre que ça se passe merveilleusement bien, naturellement, instinctivement, sans avoir appris la technique. Voilà, et puis 2020, d'autres créations, d'autres collaborations m'amènent à toucher aussi différentes matières. Et puis la photo, le mélange de la photo avec ce photographe, avec Olivier. Voilà. Donc chaque année, il y a comme une facette qui se révèle. Oui. Et est-ce que ce qui changerait entre le moment où tu te dis artiste et où tu ne te le dis pas encore, c'est peut-être que là, maintenant, tu pars de toi, tu pars de ton centre et tu te dis ce qui vient, ce qui pousse, ce qui est toi. Tu t'exprimes. Oui. Alors qu'avant, tu exprimais peut-être des notions plus universelles. Alors, je pense à toutes ces années de transmission et d'accompagnement. Moi, j'ai toujours transmis, accompagné à partir de ce que je suis. Jamais je n'ai eu la posture de thérapeute ou de coach. Je me suis jamais sentie ni thérapeute ni coach. Et je partais toujours de mon expérience intime. Donc, il y a quand même ce fil conducteur. Je crois que la bascule, elle se fait vraiment quand l'œuvre devient objet, que le livre est sorti des tables d'impression et qu'on l'a eu entre les mains, en fait. Oui. Et qu'on l'a exposé et présenté au monde. La mise au monde. Ouais. Vraiment. On revient au fait que l'accompagnement, ça reste immatériel. On parlait du digital dans lequel tu ne te retrouves pas forcément. Tu as eu besoin d'avoir ces photos imprimées pour vraiment avoir l'inspiration une fois que c'était déjà dans la matière, alors qu'elles existaient déjà dans le digital. Oui. Oui, mais il a fallu que je les touche, en fait. Il fallait, comme tu l'as très bien souligné, que moi, ça passe par mon corps. Ouais. J'ai envie qu'on ait sur un dernier chapitre ensemble, la numérologie qui fait aussi partie intégrante de ton parcours personnel, d'accompagnement aussi, mais aussi artistique, créatif. D'abord, dis-nous un petit peu comment la numérologie arrive. Est-ce que c'était avant déjà ? La numérologie, je me suis formée en 2016-2017, donc ça arrive à peu près en même temps. Puisque le projet d'écriture, il a été en 2016. 2016, on a écrit, et 2017, le livre a été publié. Et comment la numérologie vient d'abord soutenir ta créativité et puis viendrait soutenir la créativité de chacun, peut-être ? Ok. Donc, en ce qui me concerne, je découvre, grâce à la numérologie, qu'il y a des données dans mon thème, dans mes cartes de naissance, qui sont vraiment reliées à la création, en fait, à l'expression artistique. Donc, c'est des cartes que j'ai dans mon jeu et que je ressens intuitivement, mais en fait, ça vient... La numérologie, elle te permet de confirmer, en fait, des choses que tu ressens déjà. Mais là, c'est inscrit dans tes données, donc ça donne confiance, ça donne un socle aussi pour aller plus loin dans ce que je pressentais. Donc, il y a eu ça. Et comment ça peut accompagner les autres ? C'est de regarder, effectivement, de regarder les données, de regarder aussi... donc, il y a les données de naissance qui nous permettent de voir où est ta nature, quels sont tes talents, quels sont tes dons, quels sont tes défis, tout ça. Mais il y a aussi, ce que j'aime beaucoup utiliser dans les consultations, c'est la période dans laquelle on se trouve. Et il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. En l'occurrence, moi, cette année, je suis en année 3. Donc, c'est l'année idéale pour l'expression artistique. J'avais envie de t'interroger sur le chiffre 3, justement, comme tu l'as dit. Je ne connais vraiment pas grand-chose à la numérologie, à peine les basiques de quelques chiffres, mais du coup, j'ai envie de quand même interroger le chiffre 3 parce que j'ai pu aller voir, et on a pu le vérifier ensemble tout à l'heure d'ailleurs, tu me l'as confirmé, que le chiffre 3 vient également dans mon thème. Et donc, ce serait encore autre chose qui nous relie, le 3. Oui. Donc, parlons un peu du 3 si tu veux bien. Mais oui. Donc, le 3, c'est le troisième des chiffres. 1, 2, 3. Le 1 représentant l'archétype du père, donc dans les grandes lignes. Je ne vais pas vous faire une initiation à la numérologie maintenant, mais le 2 lui représente l'archétype de la mère. Et le 3, il vient après, l'archétype de l'enfant. L'enfant créateur dans toute sa spontanéité. Et moi, j'aime bien aborder la numérologie. Et ça, c'est vrai que c'est la façon dont je l'ai intégrée aussi, qui n'était peut-être pas aussi appuyée dans ma transmission, la façon dont j'ai été formée. Mais moi, j'aime bien observer graphiquement la forme,
comment il se présente. Et quand tu regardes le 3, donc c'est toute cette rondeur, on dirait presque un ressort, un 3. Tu vois, et on voit qu'il a 3 niveaux de connexion et c'est des points de communication. C'est pour ça que c'est un très grand communicant, le 3. Il y a le haut du 3, qui est une connexion, on va dire, au niveau de la communication cérébrale. Il y a le centre du 3, qui peut être connecté au cœur, donc l'expression des sentiments. Et puis le 3e point, qui est en bas du 3, et qui est l'expression viscérale, en fait, de ce qu'on a dans le ventre. Et c'est vrai que quand j'ai découvert qu'il y avait le 3 dans mon thème, je me suis dit, mais c'est pas étonnant qu'à un moment donné ou l'autre, finalement, je n'ai pas quitté totalement le parcours créatif. J'y étais pendant des années, ça a été dans mon parcours. J'ai voulu le quitter, mais c'est revenu comme une évidence. C'est revenu te chercher, mais surtout que toi, tes chemins de vie 9, et c'est aussi un multiple de 3. Donc en numérologie, la famille des artistes, c'est les 3, les 6, les 9. Donc le 9 te le rappelle encore plus, c'est 3 x 3, tu vois. Et bientôt 36 ans. Et voilà, très bien. Grand passage aussi, un grand cycle qui se termine et un nouveau qui commence, les 36. Ouais. Donc peut-être à ceux qui s'interrogent, qui ont besoin d'avoir plus confiance, d'y aller, d'aller voir un peu leur thème. Un super outil, un très bon socle sur lequel on peut s'appuyer vraiment pour avoir confiance dans les cartes qu'on a eues dans notre jeu, en fait. Qu'on a dans notre jeu. Et ça veut dire aussi ne pas chercher à pousser quand il n'y a pas besoin, quand ce n'est pas le moment, et inversement, de savoir ralentir et s'arrêter quand ce n'est plus le temps. Oui. Un peu cette histoire de cycle. C'est complètement ça. La numérologie t'enseigne que chaque année a une énergie yin ou yang. Et donc, c'est l'oscillogramme, tu vois. Donc il y a des années pour aller vers l'extérieur, passer à l'action, et d'autres années pour intégrer, maturer, et avant de repartir sur une année yang, tu vois. C'est ça. Ça a l'air passionnant, ça donne envie de s'immerger encore plus, et merci d'avoir déjà posé les prémices. Avec plaisir. On va avoir cette question que je pose à chaque fois sur l'état de flow. Qu'est-ce que c'est pour toi, Alice, l'état de flow, et peut-être aussi comment c'est lié à la créativité? Alors l'état de flow, tout de suite, moi je pense à fluidité. C'est un état de fluidité. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, il y a cet espace de dilatation dans lequel je me sens quand je crée. Donc voilà, peut-être pour laisser sortir les eaux de la création, donc il revient au thème de la fluidité. Et hier, je pensais à notre rencontre d'aujourd'hui. J'ai vu, comme j'ai jamais vu en fait, une grande affiche où il y avait écrit Flower. Flower, tu vois. Et je me suis sentie très connectée à ça, forcément. Tu vois, toutes les plantes, les fleurs. Et je me dis, mais en fait, c'est ça. Les fleurs, c'est cet état de flow organique, en fait, avec les différentes phases avant la floraison. Oui. Ouais. Et comment ce serait lié alors la fluidité dans la créativité? Qu'est-ce qui viendrait t'aider peut-être à mettre plus de flow dans ta créativité? Bien, moi, je te l'ai évoqué déjà, donc le mouvement. Et aussi de partir de l'élan, en fait. Ne rien forcer, même si j'ai conscience que c'est important de prévoir en fait des espaces libres pour être disponible, pour exprimer sa créativité. Maintenant, l'espace peut être disponible en temps et en espace physique, mais si l'élan n'est pas là, moi, je ne me force pas. Voilà. Oui, parce qu'il y a certains artistes dont parfois on peut entendre un discours de certains qui ont besoin de se mettre à leur table un peu tous les jours. Oui. Et qui n'attendent pas d'avoir l'inspiration pour y aller. Par contre, peut-être qu'à ce moment-là, leur élan, il est plus fort. Il vient de quelque chose de plus ancré. En fait, ça ne crée pas du tout les mêmes formes d'œuvres. J'ai fait ça aussi. Et ça a été très, très enrichissant puisque c'est là que j'ai commencé à développer les aquarelles. Et donc, je m'étais lancée dans un défi personnel de créer à l'aquarelle tous les jours, pendant 100 jours. Ouh. Oui, bon, j'ai pas fait 100 jours. Mais bref, en tout cas... Parce que tu avais certainement appris ce que tu devais faire ou expérimenter. Voilà, certainement. Mais je pense qu'effectivement, une pratique quotidienne, quelle qu'elle soit, permet d'installer une fluidité dans le geste, une connaissance des couleurs ou des matières, bien sûr. Mais voilà, pour rester dans le flow, moi, je ne me force pas. Et peut-être que ce que tu as remarqué, qui sort vraiment de plus intense, c'est quand c'est comme un cri du cœur, on te parlait d'instinct. Ouais,
complètement. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi, Elisabeth. Et du coup, où les auditeurs peuvent retrouver l'artiste et la muse que tu es? Et bien sûr, Instagram, Alice de Bernard. Mon site internet aussi, alicedebernard.com. J'ai une page Facebook également qui s'appelle Femme Déesse in Love. Mais j'ai aussi une page perso, Alice de Bernard. On se connecte. Il y a différents espaces. Il y a aussi l'espace qu'on a en commun avec Olivier qui s'appelle Adon Diffusion, où on va aussi communiquer sur ce qu'on fait ensemble. Merci beaucoup et je te souhaite encore de longues collaborations. Et je voudrais te laisser un petit espace ici pour, si tu veux encore poser un mot pour les auditeurs, peut-être un mot de conclusion ou quelque chose que tu n'aurais pas dit. Moi, j'ai envie de parler du feu. Je crois qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. La création, pour moi, vient d'un feu. Et ce feu, il a différentes formes ou déclencheurs. Moi, j'ai remarqué dans ma création que ça peut être le feu de la colère. Voilà. Et c'est bien parce que ça réhabilite aussi cette émotion qui peut être vraiment un moteur pour moi, pour me mettre justement dans l'élan de créer. Et ce feu-là, c'est bien sûr relié au feu créateur, le feu de la sexualité, le feu du cœur aussi, d'être vraiment dans la profondeur de ce qu'on porte dans notre cœur, et le feu de l'esprit. Et peut-être terminer par le feu de joie. Oui, et on est tous c'est ensemble, exactement ça. C'est ça. Merci beaucoup à toi et à très bientôt alors. Merci Elisabeth. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projet et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.etatdeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.